On démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre Juliette et moi. On fait quoi, Juliette? J'ai pas d'idée, comme à chaque fois. On doit citer un film qui parle d'une autre révolte sans précédent. Et c'est Sandrine qui évalue lequel donne la meilleure réponse. Lequel est le plus révolté comme film? Ouais. Est-ce qu'il faut que ça parle d'une révolte ou qu'il y ait vraiment une révolte à l'intérieur au cours du film? Ça peut être la révolte d'un ado envers Comme ses parents. C'est toi qui va donner la réponse, c'est toi, ça sera ta subjectivité qui dira qui gagne. Okay. Allez. Trop. Attends, mais c'est pas grave, il faut trouver comme ça. Moi non plus, j'ai pas plus d'idées que le chat. Ok. 1, 2, 3, baignure. Harry Potter. Sandrine? Je pense que personne n'a gagné. Et à la fois, c'est l'amitié qui a gagné, il me semble. L'amitié, c'est le vrai trésor, finalement. Bon, bah, ça me Écoutez, je dirais baignure, parce que je déteste Harry Potter. Yeah voilà. Mais du coup, c'est complètement perso. Comme non, mais ça me vexe pas, parce que j'ai pas vu un seul Harry Potter. Donc c'est bon. Et moi non je me suis plus. dit qu'il y avait peut-être un Harry Potter et la révolte des potirons. Sans précédent. Ou je sais pas quoi. Des potirons sans précédent, je crois. Mais moi, je déteste Harry Potter. Mais j'aimais bien quand j'étais jeune, mais aujourd'hui... et baignure, il y a des lépreux, donc c'est quand même trop bien. Okay. Il y a des chars. Et il y a des chars aussi. Par contre, grosse exploitation des chevaux. Mais tu sais que je peux plus le revoir, ce film baignure. À cause tous les films où il y a des chevaux. Ah non, mais moi j'étais fan des films avec des animaux qui faisaient des trucs quand j'étais petite et maintenant je peux plus. Moi non plus. Vous savez que c'est pas encore l'émission. Pardon. C'est juste le pré-générique. On a une vraie conversation. Tu comprends ça ou c'est quoi? Alors, vas-y, lance-la ton émission à la con. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzi. Juliette, est-ce que comme cet épisode est le premier épisode de l'année 2025, est-ce qu'on rappelle un peu ton profil, ton parcours? Alors moi je propose que comme décision qu'on prenne en 2025, c'est qu'on arrête de parler... c'est la résolution 2025. On dit bonjour Juliette et ça bonjour s'arrête Juliette, là. Et si vous voulez savoir qui est Juliette Arnaud, allez voir. Vous allez sur Wikipédia. Son site web. Ah ouais, voilà. Okay. Et notre invitée, Sandrine Deloff. Bonjour Sandrine. Bonjour et merci. Merci m'avoir à toi. invité. Merci à toi. Gentil. Sandrine Deloff, c'est quoi ton titre exactement? Tu es Premier ministre. on dit présidente. Non, on peut le dire. Bon, on le dit surtout au Québec, je crois. Ici, j'aime bien autrice de bande dessinée. Autrice de bande dessinée, et dessinatrice, parce que est-ce qu'on distingue on peut faire ça. Ouais. Bah moi, je fais du scénario et tu fais les deux. Et du dessin. Du coup, c'est un peu les deux. Après, D'accord. Dessinatrice, ça me va aussi. En vrai, tout me va. Ok. Ouais. Hyper simple. Sauf Premier ministre. Voilà. Parce que je suis pas sûre d'avoir les épaules en fait, mais peut-être un jour. Si Michel Barnier les a eu. Oui, c'est vrai. À mon avis, à partir de là. Après lui. Voilà. Juliette, je te laisse lancer la première question du podcast. Voilà. Alors, on n'a pas changé en 2025 et la première question de la Fabrique, c'est toujours la même. Chère Sandrine, virgule. C'est moi. Qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation d'embrasser une carrière dite artistique? Qu'est-ce qui t'a donné cette autorisation? Excellente question, Juliette, pour commencer. Qu'est-ce qui m'a c'est bizarre, c'est rigolo comme tu l'as... L'autorisation, du coup. Parce que oui, moi, je viens pas d'une famille artistique du tout. Alors, ma maman travaillait dans un supermarché, mon papa travaillait à l'usine. Il fabriquait de l'acier, c'était un dragon de l'acier même. C'était écrit sur leur t-shirt. Et ouais, non, j'étais pas trop destinée à ça. Et moi, j'ai fait de la communication à la base dans mes études. Enfin, j'ai fait plein de choses, en fait, de la communication, de l'informatique, du graphisme, etc. Infocom? Même pas, non. Un DUT, service et réseau de communication. Ça alors? Ouais. À Mulhouse. Faut aller chercher. Visiter Mulhouse. Ouais, non, et ouais, c'est venu assez tard quand même. Après, je sais pas si on m'a donné l'autorisation, mais quelque part, effectivement, c'est plus les gens, que ce soit mon public ou mes copains ou le milieu de la BD à Lyon, parce que moi je viens de Lyon. Je pense que oui, meilleure ville.
après Vaux-en-Velin. Je pense que c'est une espèce de travail d'équipe avec des gens qui me poussaient à aller faire de la bande dessinée en me disant il y a un truc, tu devrais te diriger vers là. C'est des gens qui m'ont encouragée en fait. J'ai mis du temps à me présenter comme autrice de bande dessinée. Maintenant, je le dis avec assurance et tout. Oui, Ramzy, je suis autrice de bande dessinée. Bien sûr, j'ai toujours été comme ça. Mais non, ça m'a pris du temps à dire je suis autrice de bande dessinée. Et c'est vraiment mes copains qui m'engueulaient justement en festival quand je me présentais en disant bonjour, je suis Sandrine, je fais des trucs. Et j'étais vraiment pas sûre de moi. Et donc mes copains me disaient si, dis que t'es autrice maintenant. Donc c'est quelque part une autorisation de. Ah, c'est tout à fait une autorisation. Ces copains, c'était des garçons ? Non. Il y avait des auteurs de bande dessinée, il y avait des garçons, mais c'est surtout mon amie Coralie, qui est éditrice de bande dessinée, qui vraiment me secouait par les épaules à chaque fois que je disais que je savais pas ce que je faisais dans la vie, alors que j'étais déjà autrice de bande dessinée. Donc je pense qu'il faut avoir des gens comme ça qui te secouent en disant bah si en fait c'est ton métier, dis-le. Même si tu te sens pas encore légitime d'être là, dis-le quoi. Mais surtout que la question de la légitimité, enfin du ressenti de la légitimité, ça peut, c'est pas forcément corrélé aux faits, à la réalité. Ça peut, par exemple, ne jamais arriver. On connaît des gens à qui ça n'est jamais arrivé. C'est vrai. Peut-être à 50 ans, si Coralie n'avait pas été là, je dirais toujours je sais pas ce que je fais en fait. Je suis là, des fois je dessine des trucs, des fois j'écris, je sais pas trop. Faudrait donner un nom à ce métier. mais ouais, en tout cas, c'est plus les gens qui m'entourent qui m'ont. Et puis oui, comme j'étais à Lyon, il y a quand même un gros réseau de bandes dessinées à Lyon. Il y a vraiment énormément d'auteurs, des ateliers, des formations et tout. Et moi, je travaillais dans le festival de BD à Lyon qui organisait un festival tous les ans, qui faisait travailler un peu tous ces gens-là ensemble. Donc même avant de faire de la BD, ça faisait 10 ans que j'étais dans le réseau. Et tu y faisais quoi ? J'étais coordinatrice du festival et chargée de communication. Donc je faisais pas mal de choses. Et ouais, je travaillais avec les auteurs, je travaillais avec les libraires, avec les autres éditeurs, etc. Donc je baignais déjà dans ce milieu-là. Mais de l'autre côté du Manche. Oui, c'est ça. De l'autre côté du Manche, effectivement. De la création. Non, mais parce qu'il y a la création, les gens qui créent, disons, mettons. C'est ça. Et puis il y a tous les gens qui font en sorte que la création ne reste pas un joli cahier sur ta table de cuisine. Exactement. Et donc on était un peu comme des agents, en fait. On faisait travailler des auteurs de bande dessinée avec des entreprises, avec des musées, avec des hôpitaux, même pour créer des choses en bande dessinée. Et donc moi je faisais de la médiation entre ces lieux-là et les auteurs de bande dessinée, donc j'avais un peu les langages des deux côtés déjà. C'est ce que je fais aujourd'hui, sauf que maintenant j'ai plus de. Enfin, je suis passée de l'autre côté quoi. Et il n'y a pas de médiateur. Donc tu es là, tu bosses dans ce festival, tu as tout un tas de tâches à accomplir qui t'excitent plus ou moins. Tu regardes d'autres auteurs et autrices de BD qui eux ont sauté. On fait ce là qui est inévitable en fait, parce que pour toute personne qui s'engage dans une carrière artistique quelle qu'elle soit, en fait ce qui compte c'est le moment où tu sautes, tu le situes. Est-ce que c'est un moment, est-ce que tu arrives à le penser comme un moment précis où tu arrêtes de repousser loin de toi l'inévitable destin. Oui. Le moment où il faut y aller, quoi. Il y a plus moyen. Ouais, je pense que c'est venu en plusieurs étapes. En fait, j'ai commencé. Moi, j'ai pas beaucoup dessiné dans ma vie. Je pense que je dessinais. Ouais, je dessinais quand j'étais très très jeune, genre jusqu'à mes 7-8 ans. Et ensuite, il y a une grande période de flou. Ça s'appelle l'adolescence. Bah oui, mais qu'est-ce que je faisais ? Franchement, c'est un grand flou dans ma tête où je dessinais pas du tout, je lisais pas de bande dessinée, alors que j'en lisais vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune. Et ensuite, ça s'est débloqué vers mes 30 ans, donc c'était quand même assez tard, où j'ai repris le dessin, j'ai recommencé à lire de la bande dessinée. Les deux concomitamment. Ouais. Et mon dessin, au début, c'était... du coup, comme je me suis pas entraînée, je ne savais pas dessiner. Et au début, c'était dur parce que je me disais, j'ai 30 ans, je fais des dessins, une fois sur deux, je le jette parce qu'il me plaît pas du tout. Et j'ai essayé plein de fois, j'ai fait plein de tentatives d'avancer, mais comme j'ai pas trop de patience, j'avais tout de suite envie de savoir dessiner. Alors que non, c'est du travail, quoi. Enfin, comme tout, c'est de l'entraînement. Et du coup, les premières illustrations que j'ai publiées, c'était les cartes de vœux méchantes sur Instagram. Et c'est là que... Mais je pense que quand tu disais qui t'a donné l'autorisation, c'est aussi le public qui a commencé à me suivre sur Instagram.
Je pense que si les cartes de désaveu n'avaient pas fonctionné, peut-être que je me serais découragée. Oui, mais ça, c'est quand même déjà la deuxième étape. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dessiner ces cartes de vœux. La première carte de désaveu, tu vois, c'est quoi ? Il y a toujours un déclic quand on se met... Enfin, moi, je me réfère à moi en pensant... Parce que je pense que je suis universelle. Je suis vraiment le maître étalon de tout ce qui se fait en ce bas monde. Et moi, je sais que la première fois que j'ai écrit genre une nouvelle, j'avais, je sais pas, 17 ans, un truc comme ça. Mm-hmm. Je me vois la nuit précédente, je l'avais écrite dans ma tête. Littéralement, je savais comment elle allait commencer et comment elle allait se finir. Ouais. Et en fait, l'autorisation, elle m'est venue de là. C'est-à-dire que dans ma tête de môme, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis, c'est si je vois l'intégralité du truc, alors je peux me lancer en pratique. Toi, sur la carte de désaveu, c'est comment ? Moi, c'est que je me souviens que je voyais passer plein de visuels hyper encourageants, hyper positifs, avec des fleurs qui disaient vas-y, crois en toi, ça va bien se passer. Enfin voilà, t'es une championne et tout. Et ça me saoulait complètement parce qu'à ce moment-là, je me sentais vraiment pas comme une championne. Enfin, j'étais fatiguée tout le temps avec ce festival-là. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit allez, je vais faire l'inverse en fait. Je vais faire des visuels hyper négatifs juste pour faire marrer les gens. Alors, et qui soient vraiment le contre-pied de ces trucs hyper positifs. Alors, quoi. c'est pas hyper négatif. Le visuel, il est tout à fait charmant. Le visuel positif, le visuel mais avec est mignon. un texte. Oui, et c'est quand tout à coup tu lis ce qu'il y a écrit et tu éclates de rire. Mais oui, les esthétiquement, visuels c'est très sont réussi. toujours mignons, ouais. Toujours, oui, tout à fait charmant. Ouais, c'est surtout le message en fait. Au début, les messages, enfin ça a évolué aussi les cartes de désaveu, mais au début le message c'était de la pure méchanceté gratuite, un truc qui sortait de mon ventre, genre vivement que tu meurs, tout le monde sait que tu votes FN, des trucs comme ça. Et c'était déjà assez engagé au début, hein, mine de rien. Mais ouais, c'était vraiment, c'était un cri quoi. Et donc toi, tu te dirais que si tu devais mettre un mot sur cette émotion, je parle trop ? Ah non, je te vois pas simplement, donc je tourne la tête. Non, mais bouge pas. Là, elle cassa le micro. Si tu devais mettre un mot sur cette émotion qui te fait passer le passage à l'acte, pour parler psychiatrie, c'est la colère ? Une frustration longue ? Un mix entre la colère et la fatigue, je pense. Et ouais, non, peut-être pas la frustration, mais plus de la colère et puis c'était un truc un peu cathartique quoi, thérapeutique même. Les cartes de désaveu, c'est ce que je disais pas, je le dessinais en fait, et du coup il y a plein de gens qui se sont reconnus là-dedans et c'est comme ça que ça a commencé. Je te confirme. C'était salvateur. Toi aussi. Ouh là là, quand je les ai vues arriver, tes cartes. Ah oui. Mais en plus, parce que ça correspond. Les cartes, pour moi, les cartes de vœux, c'est ce qu'on envoie après ces putains de fêtes de Noël. C'est vrai. Ça a déjà été chargé en messages chiants, à base de. Aimez-vous les uns les autres, mais surtout faites-vous des cadeaux. Et en plus, après, bam, tu te tapes le coup des cartes de vœux. Pareil, c'est rebelote, où il faut faire des vœux. Alors que les fêtes, c'est horrible, quoi. Alors que t'es vraiment au moment où t'es plus proche du suicide. Moi, j'avais fait aimez-vous les uns les autres, sauf si les autres sont différents. Ça avait bien marché aussi. Mais ouais, c'était utile comme ça. Et comment ça a fonctionné, ces cartes de vœux, du coup ? Tu les as mis sur les réseaux sociaux ? Ouais, je l'ai publié, j'en ai publié pendant 1 mois et demi, une par jour. J'avais beaucoup de choses à dire. et ouais, c'est comme ça que ça a pris, en fait. Et un éditeur m'a contacté pour en faire un recueil, en fait, pour les mettre dans un livre. Et ensuite, ça a été des livres, ça a été des goodies, des badges, des mugs, plein de choses, des paillassons, partout, des rideaux de douche, je sais pas quoi. Et ouais, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. D'accord. Et pour parler pragmatique, j'ai droit ? Oui. Est-ce que tu as commencé à gagner ta vie à ce moment-là ? Pardon, moi j'ai une passion sur l'argent. Parlons argent, t'as raison. Combien pour vous mettre gagnez ? l'église au milieu du village. Moi, tant que j'ai pas eu de fiche de paye comme comédienne, tant que j'ai pas été payée, salariée pour de vrai avec. Mais vous êtes payée, vous ? Non, moi je suis bénévole. Moi, c'est là que j'ai commencé à pouvoir affirmer aux gens dans des soirées, même à 3 grammes d'alcool, bien sûr. Moi, je suis comédienne. Ah ouais. Et parce que je savais que je pouvais sortir la photocopie de ma fiche de paye. Ah bah si, parce qu'avant je jouais quand même.
Mais, mais t'as eu des fiches de paye dès que t'as fait Pénélope, mais non? pas du tout. Hein. Non, ah d'accord, on pardon. était payés au black. Ah ok, je sais pas comment ça. Non, oui. C'est comme ça que ça marche, le Oui, showbiz. Bon, dis donc. Ben Quelle non. histoire. Oui, ben là, Et oui. donc, c'est au bout de combien de temps que vous avez commencé à avoir Les des fiches de paye, c'était quand on a commencé au Café de la Gare. Et donc, on avait écrit, on était déjà en 2001. D'accord, donc ça me dit pas Ça faisait trop... 3 ans que 3 ans. en gros, qu'on jouait la pièce. 3 ans qu'on gagnait un peu d'argent de manière aléatoire. Oui, c'est des trucs au chapeau quand tu dis au black. Non, c'est pas du tout au chapeau. Il y avait pas de J'essaye de chapeau. sauver le truc. Non, mais il n'y a pas à sauver le truc. Hein. C'est la vérité, elle est sale. Voilà. Et en tout cas, elle n'est pas légale. Et à partir du moment où on a été dans un vrai théâtre, avec donc des risques d'avoir les impôts qui arrivent en disant qu'est-ce que vous faites en fait. Pardon, mais quel est ce. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une activité professionnelle, non? Il faut leur faire des fiches de paye à ces gens. J'espère que c'était pas le boui-boui à Lyon. Moi, j'espère parce qu'on aussi. en parle depuis tellement longtemps. Ouais. Et donc, moi, voilà. Moi mon sentiment, c'est que je peux être comédienne le moment où j'ai. Où t'as une fiche de paye. Ouais. Toi, Ouais. pas du tout. Alors, en BD, déjà, on Y a pas de fiche de est paye. très mal payé. Ouais. Et là, c'était encore pire. C'est que j'ai honte de le dire, mais ma première avance pour ce truc-là, c'était 100 €. C'était 100 € pour en faire un livre. Et moi, j'étais tellement contente qu'un éditeur s'intéresse à moi et me dise bah oui, allez gamine, je vais te faire un livre avec tes petits Mickey là. Que j'ai dit bah oui, avec plaisir, donnez-moi 100 €, ça va me faire une bonne soirée quoi. Je vais inviter ma mère au resto. Et du coup, j'ai quand même. Mais t'avais quand même un pourcentage sur ce qui était ouais, vendu. Ah. mais il faut quand même attendre un an avant qu'il y ait les premiers droits qui tombent quoi. Ah oui, Et c'est pas avec les droits d'un tome que j'ai pu commencer à gagner ma vie. C'est pour ça que je travaillais encore en parallèle. À ce moment-là, j'aurais pas pu me lancer comme ça tout de suite. Mais ouais, non, les cartes de désaveu, ça a pas. C'est pas avec ça que je gagnais ma vie, mais au bout de 3 ans, je me suis décidée à aller un peu plus loin. Et c'est là que j'ai décidé de m'auto-éditer sur un album. Ça, c'est trop bien, l'auto-édition. Au bout de 3 ans. Ouais. Quand même, c'est du temps long, hein, tout ça. Bah chaque ouais, fois. non, mais il fallait quand même que je me décide, quoi. Ouais. Il y a surtout, il y a plein de. Tu dis, au bout, moi, je trouve ça super cool. Enfin, Ah bon, d'accord. les gens qui ont on en a déjà discuté, Ramzy, mais les gens qui ont la capacité à se dire, en gros, cut de Middleman. Je vais aller directement tous les mais gens en fait, entre moi et j'en ai eu ras et la le casquette public. très vite de système éditorial, mais parce que j'étais pas avec le bon éditeur aussi, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'au bout de 3 ans... mais pardon, pendant ces 3 ans, t'as fait des... 2 autres tomes des cartes de désaveu, du coup. D'accord, ouais. Ok. Et puis, au bout de 3 ans, c'est là que j'ai décidé de m'auto-éditer pour sortir un livre d'illustrations sur les contes et les légendes. Un truc un peu rigolo, D'accord. qui fait rigoler, normalement. Et c'est peut-être là, plutôt, que je me suis dit, bah, ça y est, je débarque dans le game, poussez-vous les rageux, tut, etc., quoi. Et pourquoi, donc, l'auto-édition ? Bah, parce que je voulais vraiment me lancer, arrêter toutes mes autres activités, parce qu'à ce moment-là, j'avais démissionné du festival. Ouais. J'ai travaillé 1 an dans une maison d'édition comme chargée de com, mais en vrai, j'avais plus du tout envie de faire ça. Et l'auto-édition, ça permet, mine de rien, de gagner beaucoup plus d'argent, justement, en coupant les intermédiaires. En fait, il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait pas de distributeur. Et puis, j'avais une communauté qui me suivait. Ok. Du coup, ce boulot... Et justement, donc comment ça se passe l'auto-édition ? Tu t'écris tu dessines et t'écris ton livre, et après ? Bah, c'est plus, c'était l'inverse. C'est d'abord les gens ont financé mon livre. D'accord. Donc j'ai mis le projet sur Ulule. Ok. J'ai dit bon bah voilà, ça c'est mon plan. Je voudrais sortir un livre de 150 pages avec des illustrations marrantes sur les contes et les légendes. Qui me suit et en fait ça a super bien marché parce que j'avais déjà pendant les 3 ans précédents développé une communauté. Donc il y avait des gens qui aimaient bien mes bêtises et qui rigolaient avec ce que je faisais et qui m'ont suivi dans ce nouveau projet-là. Donc eux, ils ont investi, mais après, c'est que toi, tu vas pouvoir les imprimeurs. Enfin, je ne sais pas du tout comment c'est ça. En fait, eux investissent, ils préachètent l'album et plein de goodies débiles, dont des affiches, des photos dédicacées de mon chien et des trucs comme ça. Ça marche hyper bien. Et donc, ils investissent dans le projet, ils préachètent l'album et les goodies débiles. Et au bout d'1 mois, j'ai réuni la somme nécessaire, voire
plus pour pouvoir imprimer les livres, faire les envois, etc. Okay. Et donc, c'est moi qui vais faire la maquette du livre parce que je savais faire la communication après, faire la logistique. Bon, ça, c'était horrible, je le souhaite à personne. Ouais, parce que ça, toute la partie logistique... ouais, parce qu'il y avait 3000 albums à envoyer aux 4 coins du monde, mais principalement de la France quand même. Et j'avais pas mis de limite au nombre de dédicaces parce qu'il y avait un des paliers, c'était vous recevez l'album dédicacé. Ouais. J'avais pas mis de limite, donc j'avais 1200 albums à dédicacer. C'était idiot. Ouais, c'est les débuts. Hein, c'est ça. J'avais pas pensé à ça. Et donc, toute la partie logistique, je l'ai faite dans la cave de chez mes parents où j'ai engagé mes nièces, mes neveux, mon frère, mes parents. Pour faire les dédicaces ? Non, pour faire les envois. Moi, j'étais en train de faire les dédicaces et ils osaient parler. Je leur faisais chut, je crée. Alors qu'ils étaient en train de bosser gratuitement pour moi. Je suis insupportable. On prend vite le pli du capitalisme. Non, mais c'est ça. C'est comme l'atelier du Père Noël avec les petits lutins, tu sais. Les lutins, ils sont pas payés, Ramzy. Hein. Non, non. Et ils doivent bien taire leur gueule, les lutins et les gnomes. Ouais. Je suis encore un peu technique là-dessus, mais du coup, ton livre était en librairie. Ouais. Mais c'est toi qui gérais aussi la relation avec les libraires ou tu avais un distributeur ou... Non, alors j'avais rien de tout ça au début. Parce que pour le coup, c'était vraiment... il n'y avait vraiment aucun intermédiaire au début. C'était vraiment moi qui envoyais l'album aux gens. Et ensuite, j'ai été contactée par une maison d'édition qui était en train de se former à ce moment-là, qui s'appelle Exemplaire. Et c'est géré par une autrice de BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lisa Mandel. Et en fait, Lisa aussi, c'était auto-édité. Elle avait vu que cette partie logistique, c'était horrible. Bah ouais, moi, ça m'a l'air... c'est terrible. Hyper compliqué. J'en fais encore des cauchemars, à tous les niveaux. Moi, je ne vais pas endormir cette nuit. Je vous enverrai des vidéos où j'engueule tout le monde. Moi, comme j'ai aucun sens de l'organisation, je me dis, oh, ça va. C'est pas grand-chose. C'est normal, mais moi, je ne suis pas organisée. Donc, de toute façon, elle me dirait, ça ne fait rien dire pour moi. Et si ça consiste à aller engueuler des gens au fond d'une cave, 3000 livres. Aucun problème. Et en plus, j'ai dû commander 3000 enveloppes, Juliette. Est-ce que j'ai pris la bonne taille ? Non. Je me suis trompée sur la taille des enveloppes. Donc j'ai dû recommander 3000 enveloppes. Et là, il y a 3000 enveloppes qui font pas la bonne taille, qui sont dans le garage de chez mes parents. Mais moi, ça m'aurait fait flipper sur ta maquette, par exemple. Ah non, ça va. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'aurais eu peur de... Il y a un décalage d'un truc et c'est pas les bonnes décalé couleurs. Comme ça et voilà, tout ça, moi, ça m'aurait fait... J'aurais angoissé. Non, justement, c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'auto-édition, c'est que je maîtrisais ces étapes-là. Ouais. Sinon, je l'aurais... Ou soit j'aurais délégué à quelqu'un qui savait faire, soit je l'aurais pas fait. C'est plus la partie vraiment logistique, toi, qui... Ouais, c'est ça. Et c'est ce truc des enveloppes, tu vois, c'est bête. Et le truc des dédicaces où j'ai pas mis de limite, c'est bête aussi, mais du coup, on fait des erreurs comme ça, quoi. Et oui, et du coup, Lisa Mandel lançait la maison d'édition Exemplaire. Et en fait, Exemplaire, c'est à mi-chemin entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle aussi en a eu ras la casquette d'être sous-payée par son travail d'autrice de bande dessinée, dans son travail d'autrice de bande dessinée. Et elle s'est lancée dans l'auto-édition. Et justement, elle a remarqué que, en fait, tout seul, on n'arrive pas à tout faire. Tu vois, là, j'ai dû engager des retraités et des enfants pour m'aider. Donc, clairement, tout seul, on n'y arrive pas. Tu ne les as pas engagés. Si tu ne les as pas payés, n'hésite pas à employer les bons mots. Non, mais c'était au chapeau. Oui, c'était au chapeau. Non, mais t'inquiète, je me suis bien occupée Je vais vous payer par applaudissement. Je leur ai fait... Gars, tu vois, je parle d'eux, là, c'est de la visibilité. Bien sûr, c'est de la visibilité. Peut-être qu'ils vont être engagés dans d'autres trucs. On donne leur prénom. Louis, Marie-Thérèse, Mathieu, Lénie, Tanaïs, Marley. Bravo à vous. Bravo. Bravo et merci. Et dans la même phrase, il y a eu Marley et Marie-Thérèse. Ouais. Et là, quand même... Ça, c'est le choc des générations. Voilà, le choc des générations. Mais Juliette, toi qui connais un peu le monde de l'édition, l'auto-édition, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait de plus en plus, non ? Oui, c'est un truc qui se fait de plus en plus, et pas seulement... Pas seulement dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, ouais. Je vois toutes les... J'ai essayé d'aller m'acheter un livre de Dark Romance. Et donc, je me suis retrouvée chez Giberjeune. Ils ont un endroit... qui est marqué, où il y a écrit Dark Romance. Et là, j'ai pris des fous rires toute seule à lire les quatrièmes de couve et tout ça. Et puis, il y avait une jeune vendeuse.
Et je lui ai demandé de me dire un peu qui étaient les écrivaines de Dark Romance et puis qui étaient aussi les consommatrices. Enfin, c'est minable ce que je viens de dire. Les lectrices, parce que je vois pourquoi elle consommerait quand les autres lisent. et cette vendeuse donc m'expliquait que souvent, ces autrices, elles viennent de l'auto-édition. Et en fait, c'est après des maisons d'édition qui arrivent, qui voient comment elles cartonnent de manière numérique, ou en faisant comme toi de l'auto-édition, et rachètent en leur faisant un chèque conséquent leur catalogue. En gros, de tout ce qu'elles ont déjà fourni comme travail, mais pas seulement un travail artistique, qui est aussi un travail de « je me prends en main ». Mais en fait, ce que nous, on a fait avec Arrête de pleurer Pénélope, quand on a écrit notre pièce, on l'a d'abord jouée pendant des années sans production. Ouais. Sans metteur ou metteuse en scène, sans production, sans rien, où on faisait tous les postes en même temps, puisqu'on portait notre décor quand on partait en tournée. Quand t'en es à porter ton décor, c'est que quand même tu fais de l'auto-édition. Hein. Ou alors que c'est ta passion, quoi. Mais c'est bizarre comme passion, du coup. Mais c'est bizarre, c'est bizarre comme passion. C'est difficile à assumer. Donc ça revient un peu au même. Et nous, on n'a pas été... moi, ce qui me laisse une blessure, c'est de me dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire au moment où l'argent est vraiment rentré, nous, on était fatigués et on n'avait pas confiance en nous. Et donc, on a laissé des gens nous produire. D'accord. Alors, en fait... Ouais, mais est-ce que, justement, ça allège pas un peu la fatigue de laisser des gens vous produire ? Oui, bien sûr. Puis surtout, quand tu dois jouer 5 ou 6 soirs semaine... C'est bien d'être... C'est bien, oui. Mais par contre, après, tu vois l'argent. Et tu vois les flux d'argent et tu comprends... Vraiment, c'est le capitalisme dans ta face, quoi. Ouais, c'est dur d'y revenir. C'est les gens qui possèdent de l'argent qui disent aux autres ce qu'il y a à faire. Et les autres le font. Donc, ça se réduit à ça. Et donc, on aurait dû être moins fatigués, potentiellement. Mais plus riches. Et on aurait été plus riches. Mais, en fait, donc au départ, autoproduction... Ensuite, production. Et en fait, l'idée, c'est, une fois que vous avez été produit par M6, c'est ça ? Ouais. Hop, reprendre sa liberté et repartir en autoproduction ? Oui. Une fois que tu as compris à peu près, que tu t'es fait un peu un réseau, que tu as pigé quels étaient les théâtres parisiens qui étaient susceptibles d'être intéressés par toi, combien ça coûtait de la location de telle ou telle salle. En fait, tu le connais, ce réseau. Donc, normalement, une prod, il t'amène et des financements, et un réseau. Au bout d'un moment, tu l'as, le réseau. Et si tu as fait un succès, comme toi, ce qui t'est arrivé avec les cartes de vœux, d'une certaine manière, financièrement, tu es un investissement. Tu représentes d'une certaine manière un truc qui est monétisable. Mais encore faut-il en avoir conscience. Et puis, on ne parle pas des mêmes années aussi. Moi, je parle d'années où on était dans un creux de féminisme... où il n'y avait pas d'exemple comme nous, déjà sur le marché, qui pouvait nous servir pour dire aux gens, si, regardez, il y a telle fille qui a fait ça, et donc nous, on peut le faire aussi. C'était un peu plus nouveau. Oui, c'était un peu... Moi, quand je me suis lancée là-dedans, il y avait plusieurs auteurs, autrices qui étaient déjà dans l'auto-édition. C'est là que je me suis dit, moi aussi, je peux peut-être le faire, quoi. Parce qu'il y avait des exemples. Ça sert à ça, en fait, les exemples. Les précurseurs. Ça te donne aussi les autorisations mentales. Oui. Et tu t'en rends même pas compte que tu as une autorisation qui vient de se déverrouiller, mais tu l'as littéralement, tu l'as dans les yeux. Tu le sais, tu la connais, cette histoire. Tu sais qu'elle existe déjà. Nous, vraiment, notre histoire, on vivait ça comme un miracle. Donc, à partir de là, on n'osait toucher à rien. Oui, mais après aussi, il faut en avoir la capacité physique, comme tu l'as dit. Typiquement, le cas de Constance, qui est repartie chez une production chez Laurent Ruquier, Ruc Spectacle, parce que physiquement, elle n'avait pas la capacité de gérer la production de son propre spectacle. On aurait pu déléguer, c'est-à-dire à ce moment-là, tu embauches quelqu'un qui va s'occuper de faire tout ce qui est la logistique. Tu fais au choix, quoi. Oui. C'est un peu ce qui se passe chez Exemplaire, en fait. C'est l'auteur fait son financement participatif, et en fait, chez Exemplaire, il y a plein de gens qui travaillent en freelance. Donc, si tu dis, je veux un graphiste pour faire ma maquette, tu coches la petite case du graphiste. J'aurais peur. Voilà. Si tu veux quelqu'un pour s'occuper de ta com, si tu veux un suivi éditorial. Et donc, c'est que des cases à cocher. Comme ça, tu peux avoir au moins la main sur
tout ce qui t'intéresse. T'es vraiment au centre du truc, quoi. Et tu laisses de côté là où tu te sens ou pas capable, ou pas intéressé. Moi, j'ai coché 17 fois logistique, et j'ai fini En fait, tout le monde est payé au pourcentage. Donc ça aussi, c'est chouette. T'es pas le seul à être payé au pourcentage pendant que tous les autres ont un fixe et quoi qu'ils fassent, ils seront payés. Tout le monde est payé au pourcentage en fonction du succès de l'album. Et le succès repose sur les épaules d'un peu tout le monde. C'est un peu plus égalitaire, quoi. Ouais. C'est pas le cas dans les maisons d'édition ? Les éditeurs, non, pas parce que du coup... Je sais pas, c'est une vraie question. Non, c'est des employés, du coup, ils ont... Oui, mais ils n'ont pas des pourcentages sur je pense que doit y avoir des systèmes comme des primes, des choses comme ça, si l'album fonctionne vraiment bien, mais par contre... ils ont leur paye qui tombe à la fin de tous les mois, comme convenu. Ouais. Heureusement. Oui. Aussi. Mais nous, on l'a pas. Oui. Oui, non. Sauf que ça fait effectivement des conversations qui parfois, on parle vraiment pas des mêmes choses. Enfin, quand t'es dans une... Tu vois, nous, quand au début, quand on jouait Arrête de pleurer Pénélope et que dans le même temps, on était standardiste ou serveuse, on n'avait pas la même pression au cul le matin. Et puis des boulots qu'on devait quitter parce qu'on avait décroché une date dans un théâtre. Donc, on perdait... on était fragilisés beaucoup. Certains ont la sécurité de l'emploi quand même. Non, bien sûr que... Non. Mais c'est bien sûr. Mais c'est que quand tu as des discussions, parfois, tu n'es tellement pas sur le même... Tu es dans des discussions de boulot, mais la personne qui te parle, elle s'angoisse pas comme toi, tu t'angoisses. Ah oui, donc, donc parfois, on a du mal à se comprendre parce que tu n'es pas remué par les mêmes angoisses. Et encore, nous, on était jeunes, donc tout nous semblait possible. Ouais, non, je connais pas du tout le monde de l'édition. J'ai l'impression que les éditeurs, quand même, ils sont... Quand ils défendent un de leurs auteurs ou une de leurs autrices, ils sont à fond dedans, vraiment comme si c'était eux-mêmes, quoi. Mais un bon éditeur... maintenant, j'ai des bons éditeurs et c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut avoir le choix, faut avoir la chance de tomber sur un bon éditeur. Mais Allez, maintenant, on cite des noms. Non, mais en plus, c'est un métier qui est compliqué. Et puis, tout le monde ne le comprend pas non plus de la même manière. Et puis, des fois, tu as des attentes aussi par rapport à un éditeur. C'est jamais le même revenu d'un mois à l'autre. Moi, j'ai mis du temps à m'y faire à ce truc où je me dis, je sais pas si je vais gagner de l'argent le mois prochain. Donc, il faut vraiment se reposer sur les droits d'auteur qui tombent une fois par an. Et se dire il faut que je mette de l'argent de côté parce que si ça se trouve pendant 6 mois je vais rien toucher d'autre, quoi. Maintenant je suis à l'aise parce que à l'aise, sereine. Je suis sereine dans ma tête parce que j'ai des boulots réguliers, je travaille avec des médias, je travaille avec tu fais quoi? Je travaille avec Le Monde des ados, toutes les 2 semaines je fais un strip sur un groupe d'adolescents qui ont monté un club qui s'appelle le groupe des ados pour un monde moins bof. Et toutes les 2 semaines, ils trouvent un problème, un truc qui se passe dans le monde et ils essayent de le résoudre. Donc en 4 cases, ça va hyper vite. À chaque fois, ils y arrivent. Je travaille avec Urbania tous les... Et ça te permet d'avoir des revenus réguliers d'avoir quand même des revenus réguliers tous les 2-3 mois. Ça se fait... ça tombe pas une fois par an, quoi. C'est vraiment, ça se fait sur facture et du coup, ça me permet de voir un peu à long terme, quoi. Je sais que je vais travailler avec ces gens-là pendant encore au moins 1 an. Ça me laisse le temps de me dire quand ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire. Mais pour le moment, ça va, j'y pense pas trop, quoi. Oui. C'est comme les humoristes qui font des chroniques à la télé, à la radio pour. Ok. Donc tu publies un livre qui s'appelle La Révolte. C'est vrai que je publie un livre sans précédent. Ouais. Avec Guillaume Meurice. Il est sympa, Guillaume Meurice. Il essaye en tout cas. Il se donne du mal. Non, mais il est sympa, Guillaume Meurice. Vous le connaissez un peu, non? Pas trop. Pas tant. Il est sympa, peut-être un peu trop sympa. Je pense qu'il a des trucs à se reprocher quand même. Mais forcément. Je pense qu'il a tué des gens. Dans une autre vie, en tout cas, c'est sûr qu'il arrive. À mon avis, il est arrivé sur Terre avec un karma sale. Ouais. Il a beaucoup de choses. Faudrait creuser un petit peu. Moi, j'ai creusé dans son jardin et dans sa tête aussi, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait décidé la dernière fois dans le train? Pas dans son cœur. Qu'il lui manquait un morceau d'ADN. On en est arrivé à la conclusion que littéralement il était arrivé avec il y a un truc dans son ADN qui est il a pas d'émotion donc oui. Qui déconne. Et le mec est dépourvu d'émotion donc
Qu'est-ce que vous voulez que je Il n'est vous pas dise Voilà. il en stress et à la colère. On a dit À tout le partir mal de qu'on là- pense de lui, c'est bon. Voilà. Allez, c'est bon. Franchement, j'ai dit 5% là, mais on peut dire du bien aussi. Donc la révolte sans précédent. Alors comment ça s'est passé, déjà cette rencontre et ensuite la fabrication de ce livre? Comment ça s'est passé la rencontre En fait, on se suivait mutuellement sur les internets. Oh, Oui. carrément. C'est un petit monde comme ça, féerique. Moi, j'adorais ce qu'il faisait depuis longtemps. Et lui, pareil, il avait découvert les cartes après un spectacle. Je crois quelqu'un lui avait offert des cartes et il avait dit « Ah, c'est trop bien, vite, allons suivre cette personne formidable. » Et cette personne formidable, c'était moi, comme par hasard. Et donc, on se suivait, on s'envoyait nos bouquins respectifs à chaque fois qu'on sortait un truc, etc. Et un jour, donc Clotilde, qui est une éditrice chez Dargaud, super maison d'édition. Alors est-ce que c'est dans les bonnes éditrices, les mauvaises éditrices? Ouais, elle, c'est pour le coup dans les bonnes éditrices. Bonnes éditrices, Ouais. ok. Il y en a énormément, mais faut avoir la chance de tomber dessus. Et en fait, elle s'est dit un soir bourrée, je pense, ouais. Bon, en tout cas, ouais, quand elle raconte l'histoire, elle est un peu floue, donc je pense que Donc, il y très avait un truc, clairement, quoi. voilà. Elle s'est dit, ouais, j'ai une idée, comme ça. Et si on mettait ces deux-là ensemble, qui sont rigolos tous les deux, pour voir ce que ça pourrait donner. Alors, ça aurait pu s'annuler parce que Oui. rigolo plus rigolo égale peut-être chiant, mais Oui, et puis aussi, on peut ne pas se comprendre. Enfin, oui. Vous êtes sur la même longueur Ouais, d'onde. ou avoir un humour complètement différent, Ouais. quoi. Ouais. Et donc, elle a envoyé un message à Guillaume, un DM sur Twitter, je crois, en lui disant « Est-ce que tu voudrais faire quelque chose avec Sandrine Deloffre chez Dargaud ?» Enfin, chez Matin, qui est le magazine en ligne adossé à Dargaud, en fait, qui publie de la BD tous les jours, gratuitement sur Instagram. Et donc, elle nous a proposé à tous les deux de leur proposer en retour une série qui serait diffusée sur Matin, du coup. Au début, Guillaume a dit non, je serai jamais à la hauteur. Et au final, ça va, il s'en est bien sorti. Et la vraie rencontre, c'est que il est passé à Lyon, en fait. Il Très avait, belle ville. oui, Je le dis très à très chaque belle fois. ville. Moins que Vaux-en-Velin, je le redis encore une fois. Et que Villeurbanne. Les rois du tacos. Saint-Étienne vous emmerde. Mhm. Non, pas de. Ah, pas J'ai avec rien moi. dit. J'ai rien dit. Attention, Mme Deloffre. Il y a une guerre entre Saint-Étienne et Lyon. Enfin, il y a des guerres entre Lyon et Oui. toutes les villes, de toute façon. Et donc, il passait à Lyon et on s'est vu 1 heure, on a bu un café. On s'était jamais rencontrés avant et on a vraiment discuté de ce qu'on pourrait proposer à Dargaud à ce moment-là. On a eu plein d'idées, des bonnes, des excellentes. J'allais dire des moins bonnes, mais non, il n'y en avait pas de moins bonnes. Et soit bon, soit excellent. et on s'est arrêté, on a rigolé en fait pendant 1 heure, vraiment, ça a accroché tout de suite. Et on s'est arrêté sur cette histoire de révolte animale, parce qu'on avait envie de parler de plein de sujets qui nous animent. La protection animale, l'écologie, la révolte, la colère, etc. Donc en fait, dans la discussion, vous vous êtes dit, voilà, des animaux Ouais. qui se révoltent, globalement. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit assez rapidement, ouais. Et après, donc, comment ça se passe, la fabrication d'une bande dessinée, enfin, en tout cas, pas forcément d'une bande dessinée d'une manière générale, mais de celle-là en particulier. Est-ce que tu écris, quelqu'un écrit une V1 de l'histoire? Est-ce qu'on commence par les dessins? Je pars de très très loin, je sais pas du tout. Non, on commence par l'écriture du synopsis pour voir un peu où on va. Donc, Guillaume a rédigé l'histoire en entier, mais D'accord. pas sous la forme d'un scénario, mais sous la forme vraiment d'une histoire. Ras la casquette, vraiment, déclara-t-il. Hein? Non, je veux dire, il l'a pas écrit comme un scénario, Ah oui, il l'a écrit oui. vraiment comme. A vers B, machin. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Et ensuite, on l'a quelque part validé ensemble pour voir si la direction nous plaisait à tous les deux. Mhm. En l'occurrence, là, elle nous plaisait à tous les deux, parce que c'était super dès le début. En fait, quand on faisait des sessions de travail, on passait à peu près 1h30 à se dire à quel point on était super. Et à peu près 1/2 heure à Là, travailler. on reconnaît bien Guillaume, là. Non, mais c'est cool de travailler comme ça. C'est vraiment toujours dans le... On essayait de se faire rire l'un l'autre tout le temps, en fait. On était vraiment dans l'encouragement mutuel. Et question très technique, ça se passait au téléphone? Non, par visio. Visio? Ouais, on faisait des visios de 2 heures, justement, pour le synopsis, pour le valider. Ensuite, lui, il a repris le synopsis, il l'a écrit en scénario entier. Ok. Donc vraiment, après, c'était son premier scénario. Donc même lui découvrait un petit peu ça. Le premier scénario, c'était vraiment par épisode, qu'on appellera des séquences. Ok. Parce qu'en plus, c'était censé être
prépublié sur Instagram au début. Donc, il y a la limite de 10 cases. Donc, il fallait faire des épisodes, des séquences donc, qui durent 10 cases avec une petite chute à la fin. Donc, il y avait cette contrainte-là au début. Et donc là, dans le scénario, est-ce il raconte les dessins ou il raconte juste le texte est présent Là, c'est vraiment juste les actions, décrire les actions et écrire les dialogues. D'accord. Donc là, le renard saisit un bâton et il dit « j'ai pris le bâton de la parole » et le bâton répond « je suis pas un bâton, je suis un phasme, connard ». Et voilà, c'était écrit comme ça. Très bien. Et donc c'est après ça qu'on se faisait des sessions où ensemble, on reprenait les épisodes on reprenait les séquences et en direct, en fait, on les transformait en gaufrier, c'est-à-dire on faisait case par case le découpage. Donc, ça tournait beaucoup autour du dialogue, du coup, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dialogue, il y avait des bulles dans tous les sens, etc. Il y en avait encore plus au début. et donc, on découpait case par case ce qui pouvait se passer dans la case 1, dans la case 2, et ce qui pouvait se passer en chute pour que ça tienne dans les 10 cases prévues, quoi. Parfois, il y avait sans doute des séquences où tu dis « Ah, ça peut pas être ni dans une case, ni dans une autre ». Enfin, est-ce qu'il y a une sorte de redécoupage à faire. Parfois se dire, en fait, ça, faut le modifier un petit peu pour que ce soit dans une deuxième case, c'est ça ? Oui, bien sûr. Il y avait des choses qui intervenaient au début de son scénario, par exemple, qui fonctionnaient mieux à la fin, ou alors même dans un autre épisode, ou même dans un autre livre, parce qu'il y en avait vraiment trop. Ah ouais ? Ouais, mais en fait... comme je l'ai dit, il est très très drôle, parfois trop. Et du coup, il voulait mettre énormément de blagues dans chaque case. Et parfois, il y en avait un peu trop. Et puis parfois, ça peut être au détriment de l'intrigue. Ça ralentit aussi. Moi, ce qui m'a plu beaucoup dans La Révolte sans précédent, c'est que j'ai eu l'impression justement d'être dans... L'impression pour moi, non seulement agréable, mais nécessaire, d'être dans une histoire qui va vraiment... qui se déroule, qui a un déroulement. Et si tu n'es que dans la blague... à un moment, juste... Ça ralentit l'histoire. Tu prends le risque de perdre... Déjà, tu ne sais plus comment raconter ton histoire. Tu la racontes de manière c'est plus périlleux. Et puis surtout, tu risques de perdre un certain nombre de lecteurs ou de lectrices parce qu'ils ont aussi envie de suivre une histoire. C'est pas juste une page avec une blague. Avec 1000 gags. On fait une petite parenthèse là-dessus. D'ailleurs, au théâtre, c'est pareil, non ? Est-ce que, comme toi, vous avez écrit plusieurs pièces collectivement, est-ce que parfois vous disiez « Ah non, là, il y a trop de blagues ». Ça, c'était nos producteurs qui arrivaient en nous disant « ça manque de blagues ». Et on leur disait... Ah, c'est l'inverse. Ouais, ils nous disaient « Là, regardez... » demandez à Guillaume Meurice. Il y a 5 minutes... On a balancé plein. Ouais, il y a 5 minutes où il n'y a pas de blague. Mais ça n'a rien à voir. Et nous, on disait « Non, c'est pas ça qu'on veut raconter. C'est pas grave, il n'y aura pas de rire pendant 3 minutes. Par contre, je te jure que ce qui va arriver là... Nous, on va installer une tension, là, dans cette scène, et tu vas voir ce que ça va produire. Laissez-nous travailler, en fait. Oui, parce que parfois, installer une tension dans une comédie, ça permet de lâcher un rire plus fort au moment et puis une autre forme de rire. C'est-à-dire, il y a le rire qui te vient, la vanne, elle est bonne, bonne vanne. Mais le rire qui t'arrive, qui s'est préparé 10 minutes avant, t'as installé des trucs, et tout à coup, ça arrive, tu vois, je pensais à la même pièce un running gag avec un personnage qui va dire quelque chose. Tout à coup, ça se résout. Tu as un coin de ta tête qui fait, mais attends, il y a ce petit truc-là, attends, ça me reste là, ça me gratouille, et 10 minutes après, ça arrive, mais ton rire, mais il est énorme. C'est vraiment un rire qui secoue tous tes organes. C'est pas juste ta langue qui tremblote dans ta bouche, c'est plus profond que ça. Et en tant que auteur et comédienne, quand tu es sur scène et que tu as cette vague-là de rire qui arrive, putain, c'est bon. C'est souvent le truc, par exemple, quand tu mets le public dans la confidence d'un truc et que tu sais qu'un personnage n'est pas au courant du truc. Et que, du coup, tu as une petite tension au moment où il va découvrir le truc et le rire derrière. Et ça, tu peux le faire. En fait, tu peux complicité, du coup. Tu te fais... je vois ce que tu as fait, là. Je m'en rappelle. Tu vois, dans la pièce de théâtre, t'es à la main, tout est citron, où là, physiquement, je me suis dit, il faut que je sorte parce que je gêne tout le monde tellement je hurle littéralement de rire. En fait, c'est en 2 actes. Le premier acte, tu vois des gens très peu doués pour le théâtre qui répètent une pièce de théâtre. Et la répète est une putain de catastrophe à tous les égards, metteur en scène, décoration, acteur, personne ne sait son texte ou personne n'est un bon acteur. C'est une catastrophe. Et là, il y a un entracte, vraiment au théâtre. Et quand le rideau s'ouvre à nouveau,
le décor est prêt et tu comprends que tu vas assister à la pièce que tu as vu répéter. Mais toi, tu as vu le chaos que c'était pendant la répète. Et là, il m'est monté. Moi, j'étais au courant de rien. Donc, je suis venue voir la pièce, même en traînant un peu les pieds. Et quand le rideau s'est ouvert et que j'ai vu le décor prêt, il m'est monté un truc, tu sais, comme quand tu jouis, que ça fait 15 minutes que t'attends que ça arrive. Je hurlais de rire et je voyais arriver les trucs les uns après les autres et ma joie n'avait pas de borne. Mais vraiment, et c'était parce tout que mon t'étais corps. la seule à savoir aussi. J'avais l'impression que... Bon, après, il y a aussi les trucs de ton propre métier. Enfin, je comprenais très bien ce qui se passait sur scène et jusqu'où tu pouvais aller dans la catastrophe. Mais c'est vrai que c'est un rire... ça vaut le coup d'avoir attendu une demi-heure. C'est les meilleurs, l'effet du film de Hazanavicius. Oui. Où tu as une demi-heure de film. J'ai oublié le nom du film, mais. Je vais pas retrouver non plus. Tu as une demi-heure. Exactement. C'est ma seule référence ciné. Donc. En fait, tu as une demi-heure de film où tu comprends rien à ce qui se passe. Vraiment. Et d'ailleurs, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui se barraient au bout de 20 minutes parce que incompréhensible. Et ensuite, tu as un cut. Et après, tu as tout ce qui s'est passé pendant le tournage de cette demi-heure de film. Et du coup, tu comprends tout et tu vois venir les choses parce que tu as déjà vu le... Et tu vois venir les choses, tu dis d'accord, ah ouais, putain. Et c'est très, très drôle. L'heure qui suit est très, très drôle. Mais c'est vrai qu'il faut tenir la première demi-heure. Il faut bien préparer le truc, quoi. Oui, il faut avoir un peu... Et c'est aussi... Moi, je trouve que c'est une manière de ne pas mépriser ce qu'on appelle le public. C'est les pensées aussi intelligents que toi et aussi aptes à la frustration. Enfin, c'est bon, c'est des adultes, en fait. C'est pas des enfants de 4 ans. Ils vont pouvoir se retenir 10 secondes de rire parce que tu installes un truc qui va payer à un moment. C'est pour ça qu'on a enlevé quelques... Et moi, je trouve que dans la révolte sans précédent, ça m'a... Bon, en dehors du fait que j'ai vraiment ri aux éclats et j'ai eu la petite larme. En plus, j'ai vraiment été touchée. Mais en plus... mon attention, elle était dans l'intrigue. Ouais, parce qu'il fallait quand même... Enfin, le but au début, c'était quand même de parler de maltraitance animale et dans chaque épisode de mentionner des choses comme les tests dans les laboratoires pharmaceutiques avec le singe, la corrida, les abattoirs, les traditions à la con où on torture des animaux, etc. Du coup, il y avait quand même un propos auquel il fallait laisser la place. Et comme tu disais, trop de blagues, ça aurait empêché la réflexion, en fait. Et en plus, il y a une promesse. Ça s'appelle quand même la révolte sans précédent. Donc, il y a un moment, en tant que lectrice, tu te dis à quel titre est-ce que vous m'avez pas fait une promesse de merde? Est-ce que vraiment ça va être sinon, attention, qu'il va falloir me donner de l'argent. Moi, je dis aux gens d'écrire direct à Guillaume pour qu'il les rembourse. Bien sûr. Oui, il a l'habitude. Oui. Ou au Prud'homme, vu la qualité de ses spectacles, je pense qu'il a l'habitude de... donc on était au Crêpe Party, le gaufrier. Volume 4. Le gaufrier. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après donc l'étape d'après, du coup, on fait le découpage case par case où on se dit là, voilà ce qui se passe dans cette case-là, voilà ce qu'il dit, etc. Et ensuite, c'est surtout moi qui vais travailler à faire le rendu définitif, quoi, dessiner correctement. Voilà, faire les dessins. Et puis ensuite, j'ai quand même une phase où moi, j'aime bien reproposer au scénariste, une fois que le dessin est terminé, lui reproposer la planche avant de la coloriser, en lui disant, est-ce que tu veux qu'on bouge des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionneraient mieux et tu peux ajouter aussi des gags au dessin. Oui, on peut faire ça aussi. Et par exemple, il y avait un gag de Guillaume, c'était Patrick Sébastien qui intervenait dans chaque épisode. C'est un running gag qu'on a dû supprimer parce que c'était trop. Voilà. Mais oui, pourquoi pas. Mais il m'a pas demandé de le rajouter une nouvelle fois, Patrick Sébastien, au moment du dessin définitif, donc ça va. Et une fois qu'on est d'accord sur la planche en noir et blanc, moi je vais la coloriser et elle sera définitive, quoi. D'accord. Voilà. Et alors Guillaume, il t'a parlé de l'effet que ça lui faisait parce que alors ça, moi je l'ai jamais vécu. Ça doit être extraordinaire tu écris quelque chose avec quelqu'un, toi en l'occurrence, vous parlez de choses qui vous font rire, et puis un jour il reçoit, tu lui envoies la version, un mail, et dans le corps du mail, il y a la première fois où il voit ces personnages. Il t'a dit l'effet que ça lui avait fait? Moi je pense qu'il était ému, il a dû pleurer pendant
plusieurs jours allongé sous son bureau. Mais ça, c'est moi qui me l'imagine. Non, il t'en a jamais. Non, il l'a jamais évoqué. à part, vraiment, je dis, on était tout le temps dans l'encouragement mutuel. C'est qu'il me faisait super confiance dès le début, et à chaque fois que je lui envoyais un truc, il était comme un zozo en disant c'est super, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Et du coup, moi j'imagine que c'est... Là par exemple, je travaille sur un scénario où je suis vraiment que scénariste pour le coup. Et c'est un scénario sur lequel je travaille depuis... je l'avais dans mes cartons depuis à peu près 10-12 ans. Donc je le reprends là. Et en fait, je vais le confier à un dessinateur. Et je pense que ça va être zinzin de voir mes personnages qui sont dans ma tête depuis 10 ans, voir ce qu'ils vont devenir sous son pinceau à lui, parce que ça va être de l'aquarelle. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi tu le fais pas toi ? Ah, parce que j'ai envie que ce soit beau. Et moi, je fais pas de choses belles. Donc du coup, j'avais envie de le confier à ce dessinateur qui s'appelle Mad et qui est super. Alors, au-delà de... je vais pas te laisser rester là-dessus, ça ne se passera comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par belle ? Alors, je ne te demande pas de qualifier ton dessin, toi, je te demande de me qualifier le dessin de cette personne. Le dessin d'autrui ? Ouais. À qui tu as confié ton scénario ? Moi, je sais pas, lui, par exemple, ses planches, c'est de l'aquarelle. Déjà, l'aquarelle, c'est très, très beau. C'est du traditionnel. C'est hyper fin. Ces personnages, dans leur regard, dans leur attitude, il y a vraiment énormément d'émotions. D'ailleurs, il dessine des animaux aussi dans ses précédentes bandes dessinées. Et c'est vraiment beau, quoi. Quand tu le vois, quand tu vois la planche, c'est le découpage, il y a des trucs hyper originaux, il y a des choses qui sortent des cases, il y a de la couleur partout. Et tout de suite, ton regard est accroché. Et toi, tu as l'impression que c'est pour le moment, et peut-être pour toujours, mais c'est pas grave, que c'est pas le genre de truc que tu fais, mais tu t'es très heureuse que ça existe. Oui, voilà. Je suis contente que les autres le fassent, et je serai toujours là pour les encourager. Mais moi, je fais pas... Puis c'est peut-être pas mon but aussi de faire... Peut-être que j'ai envie de le faire un jour, qu'on me dise aussi, en plus de c'est hyper drôle, c'est très beau. Mais ça, on me le dit jamais aussi. Du coup, c'est peut-être pour ça que je considère que mon dessin n'est pas beau. Moi, par exemple, tu vois, j'ouvre La Révolte sans précédent. Je vais te dire les choses avec beaucoup de mais tu vas les dire pour me faire plaisir. Pas du tout. En plus, vu la nuit que j'ai passée, j'ai pas des trésors de gentillesse à ma disposition ce matin. La première page, elle s'ouvre et on voit une petite chienne abandonnée sur une autoroute. Bon, moi, j'ai commencé, je me suis dit, je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai du mal avec. C'est une image qui est très compliquée pour moi. Les chiens abandonnés au bord de la route ? Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Et petit à petit, le jour tombe et la case, c'est toujours la même. Oui. Avec ce chien qui ne bouge pas. Et ça, pour ceux qui connaissent les chiens, ils savent comment malheureusement ça peut être. Et c'est très très beau. Et moi j'ai pleuré, c'est-à-dire j'ai commencé à voir les yeux qui piquent avec la grosse larme carrée qui sort. Ah oui. Et je me suis fait la réflexion c'est juste beau. Ah ouais. Mais, merci. C'est juste beau. Point. Merci. Il y a pas de. C'est de la beauté. C'est gentil. Enfin non, c'est pas gentil, c'est ça le résultat. Et moi c'est ça qui m'accroche. Ouais. Plus sûrement qu'une énorme blague. Oui. D'ailleurs, il devait y avoir Patrick Sébastien au début dans cette case. Eh bien, vous avez bien fait. Non, mais tu vois, après, là où nous, pendant des années, quand on joue Arrête de pleurer Pénélope, la pièce, elle se passe chez Pénélope, dans son salon. Ouais. Et donc, on avait notre décor nous-mêmes et on essayait de mettre avec des touches sans argent et il fallait qu'on le porte le décor, donc il fallait que ce soit réduit, mais on essayait de mettre des touches de comment on imaginait l'intérieur de chez Pénélope. Et puis un jour, on est produite pour de vrai. Et c'est après le Café de la Gare, donc c'est 4 ans après le début. Et là, les producteurs nous disent, on a les moyens, tu m'étonnes, de vous fabriquer un décor. On va embaucher quelqu'un dont c'est le métier et il va vous faire le décor. Donc séance hyper excitante avec le jeune homme en question. Et on lui dit, chez Pénélope, il y a ce genre de choses. Tout devait être en rose. On lui avait dit, on veut que du rose. Ou du rouge, ou du blanc, enfin que ça fasse, que quand le rideau s'ouvre, les gens ils fassent « Wow, c'est beaucoup quand même !» Et je te jure que pour moi, un des plus grands highlights de ma vie artistique, c'est quand je suis arrivée au théâtre Fontaine et que j'ai vu le décor. Pour moi, c'était... ça correspondait à ce que... pour nous. Ça correspondait à ce que vous aviez demandé. Moi, c'était le plus beau cadeau de Noël en termes de ressenti cadeau de Noël. Et je n'ai jamais... ce décor
la première fois où j'y ai joué jusqu'à la dernière fois, c'est ce que j'ai préféré dans toute la pièce. Le talent de cette personne. Mais c'est bien, de déléguer des fois. Il avait autant compris Pénélope que nous. Il y avait mis le moindre minuscule détail. Tu sais, ça me faisait des frissons de oh, mon Dieu, parce que ça veut dire que Pénélope était un vrai être à part entière. Si elle n'était pas seulement dans nos 3 cerveaux, ça veut dire qu'on avait créé on avait tiré du néant, on avait été Dieu. Ah, mais je comprends. Moi, c'est la même satisfaction quand on écrit des blagues et que la blague est comprise par l'interprète et bien interprétée. À partir du moment où il y a le rire derrière. C'est un beau travail d'équipe. Il y a un truc tout a bien fonctionné et en fait, ce qui au départ était juste 4 mots écrits ou une pauvre idée qu'on a transformée après coup. Eh ben, c'est transformé en quelque chose qui fonctionne. Tu l'emmènes jusqu'au bout, quoi. Faut accepter de lâcher le truc à un moment donné pour passer le relais peut-être, mais en tout cas, ça va jusqu'au bout. Que l'interprète comprenne vraiment là où tu veux en venir. Parce que parfois, dans ta tête, ça peut très bien sonner. Et c'est sans doute le cas aussi quand tu fais un scénario et que si tu vois les premiers dessins que tu te dis en fait, non, c'est pas du tout ça que je voyais. En fait, tu vois, j'ai vu la première planche de Mad et c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais je me suis dit, c'est encore mieux. Ah ouais, c'est pas du tout comme ça que je les imaginais, mais en fait, c'est mieux que dans mes rêves les plus fous depuis 12 ans, quoi. Ça, c'est génial, ça, c'est incroyable. Et puis ça donne foi en l'humanité et en la transcendance. Enfin, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire vraiment, tu as un moment de tu te dis, putain, mais on sait bien que c'est une fiction qu'on a faite, que ce soit dans le cas d'une BD, d'une blague, d'un sketch ou d'une pièce de théâtre, c'est la même chose. C'est une fiction, mais comme elle passe d'un être humain, d'un cerveau à un autre, alors ça veut dire que c'est pour de vrai. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça en fait qui me fait griller les plombs. Et alors, c'est fou cette histoire. Tout ce que j'ai à dire, c'est mais tout est dit. Ok, ben merci beaucoup. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Ça fait 1 heure. Oh, déjà ? Eh oui. Merci Juliette. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Donc La Révolte sans précédent, édition d'Argo. Effectivement. Clotilde, très bon éditeur. Labouré. Oh non, elle va m'engueuler parce que j'ai dit ça. Mais on n'a pas son nom de famille. C'est pas vrai, elle n'était pas sous, mais tout le monde est un peu mais on est tous zigouigoui en quand festival. On est heureux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bonus. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Bisous. Salut.